On n'est pas bien là. C'est le printemps. Je suis à la maison. J'ai troqué Jean-Louis contre le mur du jardin. Alors, ne lui dites rien s'il vous plaît. Hein, surtout pas. Jaloux comme il va me faire une scène. S'il apprend que j'ai dessiné sur quelque chose d'autre que lui, ça va pas le faire. Mais en tout cas, je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau question-réponse spécial système endocrinien, puisqu'on a terminé la première saison du système endocrinien. Bientôt la saison 2, puis la saison 3. Vous allez voir, il va y avoir du cliffhanger, il va y avoir des retournements de situation. Peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber amoureux, peut-être que Jean-Louis va rencontrer un petit tableau blanc. Enfin, ça va être terrible ces nouvelles saisons. En tout cas, je voulais faire un petit point, un bilan sur la saison 1 et savoir si vous aviez des interrogations, savoir si vous avez des questions. Donc j'ai fait un petit appel à vos questions sur les réseaux sociaux et merci beaucoup. Merci pour vos retours qui ont été nombreux. Et j'ai sélectionné dans ces nombreuses questions 10 questions qui me semblent représenter le plus large panel, en tout cas qui représentent les questions qui reviennent souvent. Donc voilà, on s'y attaque, c'est parti. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais j'espère que ça va le faire au niveau de la carte mémoire. Ne vous inquiétez pas s'il y a un pigeon qui passe, s'il y a une tourterelle qui chante, on est dans le jardin, donc c'est normal. Alors, première question. Nathalie, tu me demandais au niveau des taux d'iodurie qui sont complètement effondrés, pourquoi ça peut arriver et que faire? Est-ce qu'il y a des méthodes naturelles pour résoudre ce problème? Alors, tu me parles d'iode, c'est surtout au niveau de la glande thyroïde, hein, comme je vous ai expliqué. L'iode, c'est un élément trace, un oligoélément qui est essentiel pour fabriquer les hormones thyroïdiennes. Et donc, comment ça peut arriver qu'on ait des taux d'iode dans le corps qui sont vraiment bas? Alors l'iodurie, bon, c'est une méthode de mesurer, pour mesurer les taux d'iode dans le corps qui est déjà à la base, qui n'est pas parfaite. Hein. C'est dans les urines, on regarde les urines, etc. Mais ça nous donne déjà une petite idée de comment ça se passe. Alors, premièrement, on va retourner à la cause toujours et on s'intéresser d'abord au terrain, hein, plutôt que de se dire qu'est-ce qu'il faut que je mange, c'est plutôt pourquoi mon corps n'arrive pas à garder cette iode. Et si on s'intéresse au terrain, déjà, il faut savoir si ce qu'on met dans notre bouche, vous avez beau manger des algues marines, des choses remplies d'iode, etc., est-ce que ça passe dans mon sang, hein? Déjà, s'intéresser à la santé du biotope, s'intéresser à notre intestin. Si les parois de la barrière intestinale sont encrassées parce que vous mangez des aliments dits mucogènes, qui vont faire du mucus, qui vont faire vraiment une couche de colle plaquée contre les intestins, impossible. En tout cas, le passage de l'iode depuis l'intérieur des intestins vers votre sang, ça va être beaucoup plus complexe. Hein. Donc les céréales, les produits laitiers, tout ce qui forme une glu et qui empêche à la barrière intestinale et aux entérocytes de bien prendre les nutriments, ben ça c'est déjà un premier frein. Ensuite, mettons que l'iode soit bien passé dans le sang. Encore faut-il que ça parvienne jusqu'à la thyroïde. Parce que l'iode, dans le corps, on a entre 15 et 20 mg, mais la majorité, c'est contenu dans la thyroïde, pour fabriquer justement ces hormones thyroïdiennes. Donc comment ça se fait que notre thyroïde, elle n'arrive pas à garder, à stocker cette iode? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est peut-être gorgée, congestionnée. Peut-être que les cellules dans lesquelles baigne la thyroïde, donc le liquide interstitiel, est complètement gorgé de toxines, il est stagnant, et donc l'iode qui se trimballe dans le sang, elle n'arrive pas à faire son passage, hein, dans la jungle des toxines et du liquide interstitiel congestionné, trop épais si vous voulez, et donc les cellules même de la thyroïde n'arrivent pas à choper l'iode et à la stocker. Donc la lymphe, le sang, le liquide interstitiel, les humeurs qu'avait déjà décrites Hippocrate, c'est important de savoir bien en prendre soin. Ça, vraiment, c'est des facteurs qui nous permettent de revenir au terrain. Après, je vous ai parlé de la vidéo, je vous ai fait une vidéo sur le foie. Ben, oui, c'est lui qui doit aussi gérer le sang qui vient des viscères. Donc, la bonne l'iode que tu as mangée va passer par la veine porte, elle va arriver au foie, et c'est lui aussi, s'il n'est pas surchargé, qui va faire le bon job de garder l'iode et de l'envoyer dans le sang propre, quoi, hein, dans la veine cave, pour que ça aille au cœur. Mais si lui, il est complètement full, il n'en peut plus, il est en mode burn-out, ça va mal se passer également. Hein.
Donc c'est toujours considérer le terrain dans sa globalité, la personne dans sa globalité, s'intéresser d'abord à ça. Après, dans un second temps, savoir si dans l'alimentation, ouais, il y a assez de produits de la mer. Alors si vous aimez les algues marines par exemple, mais voilà, tout ce qui vient de la mer, faire attention à la bonne qualité des choses, des aliments qu'on mange, et un apport régulier, ouais, voire une supplémentation en algues kelp, enfin, on peut trouver des trucs après, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment le terrain, d'accord? Pour décongestionner tout ça, moi et cette zone de la thyroïde, je ne jure que par la loi de l'Hormèse, vous le savez. Donc bain chaud, bain froid, exercice physique adapté, technique de respiration, jeûne intermittent, voire jeûne, avec les 4 portes d'entrée de la loi de l'Hormèse, avec ce que je vais vous transmettre dans le programme H4H, pour moi vous avez des panacées entre guillemets. L'alimentation est importante aussi quand même, évidemment. Oui, au niveau alimentaire, on s'est rendu compte que tout ce qu'on utilise, les produits chimiques dans l'industrie, les nitrates et d'autres produits vraiment assez terribles, quoi, qu'on balance sur nos aliments, nos légumes, nos fruits, avec lesquels aussi on nourrit les animaux, hein, qu'on mange après, perchlorate aussi. Tout ça, c'est goitrogène. C'est-à-dire que ça favorise la formation du goitre, donc ça facilite la fuite de l'iode, donc, en dehors du corps, et en manque d'iode, la thyroïde a tendance à grossir, à faire un goitre. Voilà, déjà, rien que commencer à minima manger bio et à cultiver son propre potager si on en a l'occasion. C'est bête, hein, mais ça passe par là. Ensuite, on évoque dans le monde de la santé souvent l'abus de crucifères, c'est-à-dire si vous mangez trop de choux, de brocolis, de navets, etc. C'est vrai qu'ils ont certaines molécules qui favorisent la fuite d'iode. Bon, c'est comme toutes les choses, c'est toujours la quantité qui fait le poison. Donc si vous avez des problèmes de thyroïde et que vous aimez les crucifères, n'arrêtez pas tout. Vous pouvez manger un peu du chou-fleur, un peu de brocoli, mais en quantité raisonnable. Hein. Le problème du milieu alternatif aussi, quand on plonge un petit peu dans la physiologie, dans la naturopathie, dans l'hygiénisme, etc. On va s'intéresser à ce qu'il y a dans les aliments. On va voir que le brocoli, il y a plein d'études qui disent que le brocoli, c'est anticancéreux, etc., etc. Donc on va s'en gaver. On va se faire des montagnes de brocoli. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut jamais se gaver, même d'une bonne chose. Trop d'une bonne chose, ça devient une mauvaise chose. Donc voilà, c'est toujours raison garder, faire les choses de façon appropriée, rester dans la sobriété, bien mastiquer et s'intéresser à la qualité de ses aliments et en amont de ça, à son terrain. Voilà, j'espère que ça a répondu à tes questions, à ta question. Question suivante, c'est la question de que je retrouve Mathilde. Bonjour, bravo et merci pour cette belle série, bien meilleure à mes yeux que les séries classiques telles que Grey's Anatomy. Et encore, t'as pas vu, c'était que la saison 1. Alors, saison 2, saison 3, ça va être terrible. Non mais en tout cas, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Toi, tu voulais avoir un peu plus d'informations approfondies concernant les glandes surrénales. Tu restais un peu sur ta faim et tu voulais savoir justement si on pouvait avoir une faiblesse des surrénales vis-à-vis d'une seule hormone et pas des autres. Tu nous apportes ton témoignage, tu dis « Je me sens en fatigue chronique et pour le vérifier, je fais une analyse de sang de mon cortisol le matin à 9h à jeun et je suis pile poil dans les clous, dans les normes. » Contrairement alors que tu es en état de fatigue chronique. Je précise tout de même que j'ai la maladie d'Hashimoto, donc maladie auto-immune de la thyroïde, accompagnée d'un vitiligo. Alors, bien comprendre le rôle du cortisol, c'est essentiel. Quand vous êtes en période de stress, vis-à-vis d'un agent stressant dans l'environnement, il y a 3 phases en fait, au niveau des réponses des glandes surrénales. Tout d'abord, il va y avoir la phase d'alarme, c'est-à-dire sécrétion d'adrénaline, noradrénaline, c'est la phase de lutte ou fuite, qui vive. Si le stress devient répété et chronique, là on va avoir une sécrétion de cortisol, parce que l'inflammation va devenir grandissante dans le corps et le cortisol va arriver sur le moyen terme pour avoir son effet anti-inflammatoire. Ça, c'est l'état de fatigue chronique que tu expérimentes en ce moment. C'est-à-dire, t'es pas trop mal, mais t'es pas trop bien non plus. Tu te traînes un peu toute la journée, tu n'as pas d'énergie, tu es fatigué,
mais c'est pas non plus, t'es pas non plus alité. Donc tu tiens par la motivation, par ce genre de choses, mais c'est pas la forme, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'état de fatigue chronique où on a un stress qui est chronique et des glandes surrénales qui ont encore de la ressource pour sécréter du cortisol. Donc tes taux de cortisol, ils sont bons, ils vont être bons. Jusqu'au jour où tes glandes surrénales vont être capoutes, ça va tomber en flèche, il n'y aura plus d'adrénaline, plus de cortisol, et là, c'est le burn-out, c'est l'épuisement. Voilà. Donc tu es dans la phase middle, tu es au milieu là, il est grand temps de changer toute ton hygiène de vie et tout ton cadre de vie. Voilà. Après, tu me parles de la thyroïde, bah, c'est évident que la thyroïde, elle joue de concert avec les surrénales pour régler notre énergie au quotidien. Via les hormones T3 et T4, comme je t'expliquais, c'est elle qui règle le métabolisme. Est-ce qu'on va vite, est-ce qu'on va pas vite, hein? C'est le thermostat du corps. Si tu as une attaque auto-immune, donc Hashimoto, au niveau de la thyroïde et que tu es en hypothyroïdie, c'est clair que tes niveaux d'énergie tout au long de la journée vont être encore plus bas. Ça, c'est évident. Attaque auto-immune, j'ai donné quelques clés quand j'ai parlé des intestins, mais c'est vrai qu'on a notre système immunitaire dans nos intestins, essentiellement 80% des globules blancs, c'est ici. Si dans ta nourriture, tu n'as pas assez de fibres, si tu ne manges pas assez sainement, les lymphocytes T régulateurs, les bonnes bactéries ne vont pas arriver à fermenter les fibres non digestes au niveau des intestins, et les lymphocytes T régulateurs, les globules blancs qui régulent l'inflammation, ne vont pas être activés. Donc il va y avoir personne pour mettre le pied sur la pédale de frein au niveau de l'immunité. Donc ça va s'emballer et là tu vas avoir des attaques auto-immunes. Ça c'est une explication des attaques auto-immunes. Mais c'est juste pour te faire comprendre que c'est toujours la globalité qu'il faut regarder et il faut que tu mettes en place une meilleure hygiène de vie sur tous les facteurs de santé afin de t'attaquer à cette pathologie qu'est Hashimoto et combattre ce stress chronique. Mais là, tu as l'hormèse dont je parle tout le temps, tu as toutes les, voilà, le massage, la marche en nature, il faut tout mettre en place. Tout mettre en place. Voilà pour l'explication des hormones. Pour revenir à la question vraiment initiale, en fait, tu disais, est-ce qu'on peut avoir une faiblesse au niveau d'une hormone et pas d'une autre, sur une même glande, en fait, hein. Mettons le pancréas qui sécrète l'insuline et le glucagon, je pense qu'il n'y a pas de phénomène isolé. C'est sûr que il va y avoir une résistance à l'insuline de type 1 dans certains diabètes de type 1, ça peut être un épuisement du pancréas, mais je pense que si des cellules à un endroit précis sont épuisées, les cellules qui sont autour vont être également épuisées, surtout si elles appartiennent à la même glande, au même organe, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas de phénomène isolé. Voilà. Ça peut être un peu accentué pour certaines cellules, certaines hormones, par rapport à leurs voisines, mais pas plus que ça. Voilà. Et puis c'est pas intéressant de s'y plonger, à mon avis. Question de Jamel. Merci pour vos explications. J'ai une question concernant la glande thyroïde. Pourquoi ça touche plus généralement les femmes? Eh bien parce que les femmes et les hommes, sur cette planète, il y a des disparités. Et les femmes ont la plus belle mission au monde, c'est de donner la vie et d'engendrer la vie. Et de faire en sorte que notre espèce continue encore pour des siècles et des siècles, si on ne fait pas n'importe quoi au niveau de l'environnement et si on ne se balance pas des bombes nucléaires sur la tronche. Donc, elles ont une vie en dents de scie, au niveau hormonal en tout cas, au niveau du système adaptatif. Elles doivent s'adapter à des situations qui sont des chamboulements véritablement. Grossesse, allaitement, accouchement, ménopause. Nous, on n'a pas tout ça. Nous, c'est plutôt linéaire. Et une des glandes qui gère l'adaptation, c'est la glande thyroïde, hein, avec les hormones T3 et T4 qui gèrent le métabolisme, la calcitonine qui gère la formation osseuse, elle gère aussi la formation osseuse au niveau du bébé. Hein, donc c'est normal que ce soit une glande qui, au niveau des femmes, soit plus sensible à tous ces changements et donc qu'il y ait plus de problèmes pour les dames plutôt que pour les hommes. Voilà, ça c'est l'explication la plus générale, mais c'est celle qui me va le mieux en tout cas. Voilà, que dire de plus. Bon courage, mesdames, prenez soin de vous, hein, c'est très important, plus que jamais de nos jours. La question de Gérard. Bonjour et bravo pour toute cette série. Je m'interroge et j'aimerais en savoir un peu plus sur les neurotransmetteurs et les interactions avec les hormones. Merci par avance. Alors, ça, on va attaquer, après cette saison 1 du système hormonal, on va attaquer le système neuronal. Hein,
système nerveux, je n'arrivais plus à trouver mes mots. On va attaquer le système nerveux. Et là, ça va être intéressant que je vous montre un peu les ponts qu'il y a. Mais j'ai fait un petit dessin, pas sur Jean-Louis évidemment, j'ai fait un petit dessin pour vous expliquer comment ça marche déjà, hein, certaines interactions. On a vu que, là je vous ai fait une glande surrénale. Alors je sais, ça ressemble à une porte d'une bande dessinée, ça ressemble surtout pas à une glande surrénale, mais les glandes surrénales par exemple, elles font adrénaline, noradrénaline, et je vous dis, ça ce sont des neurohormones. Qu'est-ce que ça veut dire neurohormones? Hormones, vous vous souvenez, ça veut dire que la glande, elle relâche une molécule chimique dans le sang. Et après, cette petite lettre, ce messager chimique, il va se balader dans le sang. Ça, c'est une hormone. Un neurotransmetteur, par contre, c'est une molécule, une protéine, qui va d'un neurone à l'autre pour donner l'information. Là, à l'intérieur du neurone, c'est l'information, c'est un influx électrique, c'est sous forme électrique. Et là, entre deux neurones, dans cette faille-là, dans cet espace, ça devient chimique. Et puis après, ça redevient électrique. Voilà. Ben ça, c'est par exemple la noradrénaline qu'a sécrétée, hop, par ici, notre petite glande surrénale. Donc la glande surrénale, elle peut donner sa noradrénaline, cette petite lettre, au neurone qui est à côté. Le neurone, il va la capter et il va s'en servir comme neurotransmetteur avec le neurone, son voisin. Le voisin qui est à côté d'elle. À côté de lui, par contre, à côté du neurone. Donc voilà un exemple d'interaction entre système endocrinien, système hormonal et système nerveux. Nos glandes surrénales, elles font ce genre de choses, elles font des neurotransmetteurs que sont l'adrénaline, la noradrénaline, il y a aussi de l'acétylcholine, on verra tout ça en détail. Mais voilà, en guise de teaser pour la série de vidéos qui va arriver sur le système nerveux, tu as déjà un exemple. Très bonne question. Alors, question de Rosette. Je travaille la nuit. Comment ça se passe au niveau des sécrétions hormonales? Bah, c'est pas la fête. Hein. On n'est pas fait pour vivre la nuit. Hein. On n'est pas des animaux nocturnes. Donc, je sais que c'est pas idéal, mais il faut que tu tendes vers un changement de ce cadre de vie. Il faut que petit à petit tu rentres en dialogue avec ton patron, que tu dises que tu veux changer de poste, que si tu peux à moyen terme, voire à long terme, changer de boulot. Mais mon premier conseil, ce serait, mets-toi tout de suite dans l'optique de changer ce rythme de vie, ce cadre de vie, parce que c'est obligatoire qu'à moyen terme, même voire à court terme, hein, ça va faire beaucoup de chamboulements au sein même de ton corps. Alors, en attendant, on ne change pas de métier, on ne change pas de boulot en claquant des doigts, on ne peut pas tous partir vivre sur une île déserte comme ça, on a des responsabilités, on a des contraintes financières. Donc, fais en sorte que tous les autres facteurs de ton hygiène de vie soient au top. Alimentation, exposition au soleil, contact avec la nature, évite les ondes, Wi-Fi, 4G, tout ce que tu veux, relations sociales, cadre familial, cadre professionnel, cultive tout ce qu'il y a de bon autour de toi, en attendant que le rythme de travail puisse changer. Voilà. Pratique la loi de l'Hormèse, les 4 piliers dont je te parle tout le temps. Voilà. Au quotidien, tu fais quelque chose. Tu fais un jeûne intermittent, tu fais un bain froid, tu essayes au maximum de tamponner ce rythme qui n'est pas naturel. Voilà. Voilà mes conseils. Parce que sinon, c'est l'inversion des cycles circadiens, les hormones. Voilà. Si tu veux avoir plus de détails, en gros, tu vas pas sécréter ou tu vas mal sécréter ces hormones-là, quoi. Nico, salut, je suis en BTS diététique, beaucoup de biologie, pathologie, biochimie, etc. Tes vidéos sont super géniales, tu es le best YouTuber scientifique actuel sur la toile selon moi. Merci Nico, ça me touche beaucoup. Tu veux avoir plus de renseignements sur la somatostatine et le polypeptide pancréatique, parce qu'on parle tout le temps de l'insuline, du glucagon, et pas des autres. Alors c'est vrai que la somatostatine, j'en ai parlé dans la vidéo sur l'hypothalamus. Somatostatine, comme son nom l'indique, statine, hein, vous savez, c'est une classe de médicaments qui réduit les sécrétions de cortisol justement dans le corps. La somatostatine, elle a plutôt un effet inhibiteur sur les hormones, sur d'autres hormones, que ce soit l'insuline, que ce soit le glucagon. En fait, elle met au repos le système digestif, grosso modo. Hein, somatostatine, ça sert à ça. Au niveau de l'hypothalamus, elle est inhibitrice de l'hormone de croissance. Voilà. Là, donc elle est plutôt là dans un mode catabolique, quoi. Alors que
son contraire, son pendant, la somatocrinine, elle va être là en phase anabolique, puisqu'elle va faire euh, sécréter l'hormone de croissance, construire des nouveaux tissus, etc. Donc voilà, plutôt un effet inhibiteur sur beaucoup d'hormones. Ça, c'est le rôle de la somatostatine qui est non seulement sécrétée par l'hypothalamus, mais aussi par le pancréas, l'estomac, l'intestin grêle, surtout par le pancréas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. C'est intéressant de s'y plonger et de voir les relations que ça a. C'est surtout intéressant de voir toujours les interactions avec les autres organes du tube digestif et bien comprendre que c'est jamais un phénomène isolé de l'un par rapport à l'autre, d'un organe ou d'une glande par rapport à l'autre, mais que tout est en interaction constante. Vink, Marthe. Salut, y a-t-il des moyens d'inhiber la sécrétion de cortisol de manière naturelle, mis à part d'éviter le stress, bien entendu? Eh ben oui, j'arrête pas de le répéter, mais la loi de l'Hormèse, pour moi, c'est le top du top. Bain chaud, bain froid, jeûne intermittent, exercice physique adapté, technique de respiration. Le programme H4H que je vous présenterai, c'est que ça sera reposé uniquement sur ça. Alors après, tu peux en plus cumuler les massages, que ce soit par un masseur ou par quelqu'un qui est peu expérimenté, peu importe, le contact empathique. Là, c'est surtout la sécrétion d'ocytocine qui est vraiment antagoniste au cortisol, parce qu'il réduit justement la CTH, qui est l'hormone précurseur du cortisol. Tout ce qui est épanouissant, j'ai envie de dire. Tes hobbies, dessiner, peindre, l'art, c'est des conseils de grand-mère, mais ça marche vraiment quoi, hein, pour le stress. La marche en pleine nature, voir loin, monter en haut d'une colline, discuter avec un ami, hein, c'est aussi bête que ça, mais voilà. Et puis la loi de l'Hormèse, et puis évidemment calmer l'inflammation au niveau du corps en mangeant mieux. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas de panacée, hein, c'est global, hein, c'est toujours global. Carmelo, bonjour, merci pour tes vidéos. Tu as évoqué le jeûne intermittent, serait-il bénéfique au bon fonctionnement des glandes surrénales? Je ne vais pas me répéter, évidemment. Le jeûne intermittent, ça permet de reposer justement l'organisme. Donc c'est dans cette période de repos et d'anabolisme, de reconstruction, qu'on a notamment nos glandes du système endocrinien qui se régénèrent, hein, qu'on arrête de titiller, qu'on arrête d'énerver, et qui vont pouvoir se reposer pour mieux fonctionner après. Donc le jeûne intermittent, évidemment pour la santé des glandes surrénales. Ainsi que l'utilisation périodique de réglisse. De plus en plus, moi je m'amuse moins à jouer au petit chimiste, à savoir quel principe actif est dans la réglisse ou telle plante, etc. Parce que je trouve que les effets sur le corps sont au mieux approximatifs et que par contre, jouer sur la mécanique du corps, jouer sur la vasoconstriction, vasodilatation avec le chaud et le froid, laisser le corps au repos en faisant un jeûne intermittent, faire de l'exercice physique adapté. Là, on est vraiment sur la mécanique du corps. Les fluides, on peut y jouer vraiment de faire une gymnastique des microcapillaires et jouer sur voilà, les humeurs. Voilà. Après, les échanges chimiques, les transformations chimiques, le corps, c'est un alchimiste. Il est 10 fois plus intelligent que nous, 1 milliard de fois plus intelligent que nous. Il sait ce qu'il faut faire. Il sait comment transformer telle molécule en telle molécule. Il sait comment utiliser tel principe actif. Donc je le laisse faire. Moi, je joue que sur l'aspect mécanique. Et ça marche 20 fois mieux. 20 fois mieux. Donc, et puis, il n'y a pas le côté symptomatique de prendre une plante pour ceci, prendre un remède, etc. Là, on travaille vraiment sur le terrain. Donc pourquoi pas la réglisse, mais fais en sorte de remonter à la cause de tes problèmes. Voilà, et travaille toujours sur ton terrain. Vic, cortisol, un puissant anti-inflammatoire. Donc si on chope quelques virus ou que sais-je, ça peut venir de cette dérégulation. Tu as du mal à faire le lien entre trop de cortisol et une baisse de l'immunité. Alors, ben ouais, parce que le truc, c'est que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en période de forte sécrétion de cortisol, le cortisol il a un effet anti-inflammatoire. Mais si les taux de cortisol, parce que l'inflammation, hein, comme je vous l'ai expliqué, c'est un processus salvateur dans le corps. Hein, c'est là pour nettoyer, pour tuer les bactéries, pour reconstruire des tissus. Bref, il faut qu'elle ait lieu cette inflammation quand il y a un pathogène qui est dans le corps, quand vous vous coupez, bref, quand il y a une agression externe.
ou interne. Il faut que l'inflammation, donc c'est vraiment important. Mais une fois que l'inflammation a eu lieu, qu'elle a fait son action, il faut la calmer, et c'est là où le cortisol arrive, et il calme le système immunitaire, les globules blancs, etc. Maintenant, imaginons qu'on a des hauts taux de cortisol tout le temps, parce on vit tout le temps stressé, on est tout le temps entouré de notre portable, des ondes Wi-Fi 4G, on mange mal, ici c'est tout le temps au niveau des intestins toujours enflammé, etc. Donc on a des hauts taux de cortisol tout le temps. Et bien il va se passer le même phénomène que dans un diabète de type 2, c'est-à-dire qu'on va faire une résistance hormonale. Dans le diabète de type 2, c'est résistance à l'insuline, c'est-à-dire que les cellules même se bouchent les oreilles et ne veulent plus entendre. Et donc il y a de plus en plus d'insuline, le message ne passant pas, on sécrète de plus en plus d'insuline pour essayer de forcer le passage, et les cellules sont là, blablabla, je t'écoute pas. Ça, c'est la résistance à l'insuline. Et bien il va se passer la même chose, on va avoir une résistance au cortisol au niveau des cellules immunitaires. C'est-à-dire que les globules blancs, ils vont plus entendre le message de « eh oh, il faut calmer l'inflammation » du cortisol. Ils vont faire une résistance au cortisol, ils ne vont plus l'écouter. Et donc, le système immunitaire va tout le temps être au taquet, toujours être sur tous les fronts. Il va être comme dans un brouillard, il va essayer de taper au hasard, il va essayer de se défendre et de défendre le corps. Et comme il va être dans un brouillard ou les yeux fermés, parfois il va se tout planter et ça c'est attaque auto-immune. Par exemple Hashimoto, au niveau de la thyroïde, on en parlait tout à l'heure. Allergie, enfin des hyper-expressions du système immunitaire qui s'emballent. C'est comme s'il était tout le temps en train de combattre un lion. Et vous imaginez bien que si le système immunitaire il est tout le temps en train de combattre un lion, les yeux fermés, le petit rhume, le petit virus qui va passer là, il ne va pas le voir. Et donc le petit virus, il va choper un rhume. Ça va se déclencher un rhume chez vous. C'est pour ça que les gens qui sont tout le temps stressés chroniquement, fatigués chroniques, ils se chopent toutes les maladies et toutes les allergies de chaque période de l'année. Les rhumes, les grippes, les rhumes de foin, etc. Mais parce qu'ils sont immunodépressifs. L'immunité essaye tout le temps de combattre un lion, elle n'a pas le temps de s'occuper du petit virus qui passe là. Elle est sur tous les fronts déjà. Alors le but de la loi de l'Hormèse, quand je vous dis ça permet de réguler le système immunitaire, de le rendre plus fort, etc., c'est d'avant tout le calmer, le mettre au repos, faire en sorte que nos petits soldats, que sont nos globules blancs, soient au garde à vous, prêts à servir, qu'ils soient bien armés et qu'ils soient costauds, mais qu'ils ne soient pas sur tous les fronts tout le temps et qu'ils puissent voir, ok, ça c'est important, ça je m'en occupe, etc. Et s'ils s'arrêtent de s'activer dans tous les coins et qu'ils sont bien organisés, qu'ils ont une bonne stratégie, dès qu'ils vont voir un petit virus, hop, ils le dézinguent et vous ne tombez plus malade. C'est comme ça que ça se passe. Et ils feront plus l'erreur de tuer une cellule du soi en pensant que c'est du non-soi. Ça, c'est une attaque auto-immune. Donc voilà, attaque auto-immune, système immunitaire, etc. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, 80% c'est autour des intestins. Donc prendre soin de la santé intestinale et donc s'intéresser à ce qu'on met dans son assiette, c'est hyper important. Conjointement à ça, toucher à tous les facteurs de votre santé, pratiquer la loi de l'Hormèse et normalement vous mettez toutes les chances de votre côté pour que les choses rentrent dans l'ordre. Voilà, je pense que c'était la dernière question les cocos. J'espère que cette série vous a bien plu, cette saison 1 sur le système endocrinien vous a bien plu. On approche des 6000 abonnés. Alors, je suis en train de réfléchir à un nouveau thème pour le prochain question-réponse. Si vous avez des thèmes, allez-y, je suis ouvert à toutes les opinions. Et puis voilà, profitez du soleil, profitez du printemps, il fait bon, il fait beau là. C'est comme ça qu'on se gorge d'énergie. Allez, à bientôt sur Vérisme TV les amis, et n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en nous. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и обспать пояс.